Donc moi, j'ai suivi une voie assez classique pour les chercheurs avec des études à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, où je me suis spécialisé en immunologie et en informatique. Et ensuite, j'ai aussi suivi une formation médicale parce que c'était important pour moi de connaître, c'est un peu un motus dans ma vie, de connaître ce qu'on peut faire pour soigner les patients. Et donc, ça m'a conduit en fait à travailler dans des domaines de recherche appliqués à la santé et où mon expertise en informatique, justement, a été déterminante, ce qui est le cas en immunologie pour modéliser les interactions entre les molécules de reconnaissance du système immunitaire et les pathogènes, et aussi en génétique pour comprendre l'impact des variations génétiques humaines sur la susceptibilité aux maladies. D'abord, sur le plan carrière, d'une certaine façon, j'ai été d'abord chercheur post-doctorant, après la thèse, donc dans les années 90, dans un laboratoire qui était spécialisé dans le sida. À l'époque, le modèle américain des startups en santé qui étaient issus des universités venait juste d'être mis en œuvre, et avec le succès très reconnu de la société Genentech, qui était issue donc d'université américaine. Et comme moi, je revenais des USA, et comme mon laboratoire d'accueil en France travaillait sur le développement d'un vaccin contre le sida, j'ai proposé de créer une start-up pour pouvoir transposer plus facilement les applications des recherches vaccinales qu'on faisait au laboratoire chez l'homme. Et donc cette première expérience de start-up en fait m'a permis de comprendre un peu l'écosystème nécessaire aux start-up, avec d'abord un bon projet scientifique bien sûr, et surtout une équipe motivée, avec des gens qui s'entendent et qui se complètent bien, pour porter le projet efficacement vers ses applications. Et donc cela m'a permis aussi de voir qu'à l'époque, dans le monde académique, il était souvent peu enclin à travailler sur des enjeux d'application scientifique, et de voir aussi un monde pharmaceutique peu agile, car il était pris dans une logistique lourde pour faire des essais cliniques, et qui est nécessaire bien entendu, parce que sans essais cliniques, gros essais cliniques, on ne peut pas valider les médicaments. Et donc, ces industries pharmaceutiques avaient une chaîne de décision qui n'était pas bien adaptée pour intégrer rapidement les progrès en santé. Et donc, les startups, c'était le bon maillon intermédiaire pour permettre le transfert rapide d'une découverte scientifique dans un laboratoire à son application en santé humaine et à son développement pharmaceutique. Et donc, par la suite, la startup que j'ai fondée à l'époque, donc en 1992, a beaucoup progressé pour développer des applications vaccinales au sida, et elle a dû ensuite se concentrer, elle aussi, sur la logistique des essais cliniques, pour faire des essais cliniques de phase 1, de phase 2. Et c'est à ce moment-là, donc au début des années 2000, que j'ai décidé de retourner vers le monde académique pour poursuivre mes travaux de recherche sur la compréhension des maladies humaines, sur les mécanismes en fait de ces maladies. Et donc, comme j'avais une bonne expertise à la fois universitaire et industrielle, ça m'a permis d'être nommé en 2004 titulaire de la chaire de bioinformatique au Conservatoire national des arts et métiers, qu'on appelle le CNAM. En effet, à l'époque, la bioinformatique s'était imposée comme une nouvelle discipline scientifique à part entière. Et l'intérêt du CNAM, c'est qu'il a une ouverture forte vers le monde industriel, et sa mission officielle, en fait, est de transposer les applications scientifiques du laboratoire vers l'industrie. Et donc, ça correspondait tout à fait à la philosophie que j'avais développée au cours de ma carrière. Et c'est pour ça que j'ai pu être d'ailleurs nommé titulaire de cette chaire. Et donc, après mon arrivée au CNAM en 2004 jusqu'à 2010, j'ai pu monter un laboratoire de bioinformatique orienté bien sûr sur la santé. Nous avons développé et breveté de nouvelles applications grâce aux travaux de l'équipe. Et en 2010, ça a été une année propice pour lancer la nouvelle start-up, Peptinov, donc, que vous connaissez bien, et pour porter ces nouvelles applications, donc du laboratoire que nous avions créé jusqu'à l'application chez l'homme, ce qui est en passe d'être le cas aujourd'hui avec l'essai clinique de phase 1 de Peptinov. Peptinov vise à développer une nouvelle approche d'immunothérapie active, donc si vous voulez, d'immunisation contre des protéines pour induire des anticorps. Et cette immunothérapie active, elle cible la surproduction de protéines du soi, notamment ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires. Cette surproduction, elle se produit de manière naturelle avec le temps, surtout quand on vieillit malheureusement, comme un robinet qui fuit. Et notre immunothérapie vise juste à rajouter un niveau de contrôle, si vous voulez, naturel, basé sur la réponse immunitaire de l'organisme lui-même.
Donc l'immunothérapie active de Pepnov est basée sur des peptides, donc des morceaux de protéines qu'on peut synthétiser chimiquement, donc qu'on rend immunogènes par le savoir-faire de vaccinologie. Et ces peptides, nous les avons identifiés justement grâce à l'outil bioinformatique et ensuite on les a validés expérimentalement. Donc en pratique, ces peptides donc, qu'on a rendus immunogènes, ils vont servir à immuniser le corps contre une protéine surproduite, ce qui va générer des anticorps qui vont bloquer le peptide, mais aussi la protéine à laquelle le peptide ressemble. Okay. Et cette modulation par immunothérapie a deux avantages, en fait. Elle rajoute donc une boucle de régulation bénéfique pour la santé parce qu'elle contrôle le niveau de production des protéines pathogènes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est le corps lui-même qui joue son rôle de propre médecin. C'est lui qui va générer les anticorps. Je savais que les productions, surproduction de protéines du foie peuvent devenir pathogènes, notamment sur les cytokines inflammatoires. Et donc, moi, je savais au départ que je fabriquais un outil qui pouvait servir à neutraliser une cytokine inflammatoire dont la production excessive devient pathologique. Et il y avait déjà des explications de ces mécanismes au niveau d'une maladie très connue qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie très invalidante qui est liée donc à la surproduction de plusieurs cytokines inflammatoires. Il y en a 3 qui sont connues, TNF, IL1 et IL6, qui est la plus importante. Et moi, je savais que en agissant avec ma nouvelle technologie, si vous voulez, je pouvais trouver une solution, aider à trouver une solution pour cette maladie. Alors, notre technologie d'immunothérapie active était très innovante et intéressante en comparaison avec une technologie récente aussi, mais plus ancienne, celle des anticorps monoclonaux, qui sont commercialisés depuis les années 2000 et qui ont constitué une véritable révolution thérapeutique et un vrai succès donc médical et industriel. Okay. Et donc, ce qu'on voulait, c'était pouvoir nous positionner par rapport aux anticorps monoclonaux, mais avec donc, un intérêt adapté. Donc, le recul du temps nous a permis de voir qu'il fallait trouver donc des indications où la pertinence de cette approche technologique par rapport à celle des monoclonaux était nette, où les monoclonaux en fait n'étaient pas adaptés. Et c'est tout le travail en fait que l'équipe de Pepnov a réalisé depuis 4 ans, où Pepnov a identifié de nombreuses maladies où l'immunothérapie active qu'on développe est plus adaptée que les anticorps monoclonaux. Et ces maladies en fait sont des maladies à évolution progressive, avec un fond inflammatoire sous-jacent à bas bruit. Et l'arthrose en est un exemple typique. Donc c'est pour ça que Pepnov s'est engagé dans l'arthrose depuis 3 ans maintenant. Il y a 3 cytokines inflammatoires essentielles qui sont produites pour l'inflammation. Alors l'inflammation, c'est un phénomène de défense universel face à une agression, par exemple comme une infection bactérienne qui agit sur le corps, qui va créer des réactions. La première réaction, c'est la réaction inflammatoire, ou un coup de soleil, on devient rouge. Et c'est aussi une réaction inflammatoire. L'inflammation, donc c'est un mécanisme universel qui a été décrit déjà du temps des Romains, donc c'est pas nouveau en médecine, et ça veut dire chaleur, douleur, tumeur et rougeur. Hein, c'est les 4 descriptifs de réaction inflammatoire. Et cette réaction se fait grâce à des médiateurs moléculaires, des protéines en fait. Et les 3 protéines essentielles de l'inflammation sont IL1, TNF et interleukine 6. Donc IL1 c'est interleukine 1, TNF c'est tumeur necrosis factor et IL6 c'est interleukine 6. Et donc en fait cette inflammation est indispensable pour mobiliser les forces du corps et résister face à un bouleversement d'équilibre que pose un agent agresseur. Cependant, si l'inflammation persiste au long cours, comme les effets de ces médiateurs, comme les cytokines que je viens de citer, sont très puissants, elle va induire des déséquilibres fonctionnels importants et elle peut devenir pathologique. Et c'est ce qui se passe dans les maladies chroniques où l'inflammation devient chronique et cette fois elle devient pathologique et non plus protectrice. Donc en fait, normalement, vous avez très peu de molécules inflammatoires qui circulent dans le corps parce que normalement, quand vous êtes bien, vous n'avez pas d'inflammation et le corps n'en produit qu'en réaction à des agressions pour mobiliser vos défenses en fait. Cependant, ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, il peut y avoir de nombreuses micro-agressions non visibles dans le corps. Il peut y avoir aussi une baisse du contrôle de production notamment donc des cytokines et des fuites progressives de ces cytokines inflammatoires. Et ça va créer un climat inflammatoire dans l'organisme, si vous voulez, ce qui va favoriser en fait l'émergence de pathologies avec une inflammation localisée plus forte dans certains organes, des organes qui sont soit plus fragiles, soit plus sollicités que d'autres. Et dans le cas de l'IL6, on va avoir une élévation même faible de l'IL6, par exemple quelques picogrammes, donc c'est vraiment des quantités infimes, peut devenir au cours du temps pathogène.
Nous, comme je vous l'ai dit, on avait un candidat médicament, une immunothérapie active anti-L6 qui fonctionnait et on voulait l'appliquer. Comme je vous l'ai dit, on avait pensé initialement à la polyarthrite rhumatoïde parce que c'est une maladie inflammatoire par essence très connue et très invalidante, mais c'était déjà, entre guillemets, très occupé sur le plan pharmaceutique par les anticorps monoclonaux. Et ce n'était pas une bonne cible parce que les gens, tous les patients étaient occupés dans des essais cliniques avec des anticorps monoclonaux. C'était très difficile de se développer dans ce secteur. Donc, on a fait beaucoup de recherches. Et comme vous l'avez dit, on a vu que dans l'arthrose, il y avait dans 70% des cas une origine inflammatoire. Et c'est très documenté maintenant. Et donc, cette inflammation précède même les douleurs ressenties. Elle précède le pincement articulaire qui peut être vu à l'imagerie et, in fine, la destruction du cartilage. Donc cette inflammation latente va favoriser les dérèglements au niveau d'articulation très sollicités, comme le genou, et des dégradations tissulaires qui vont se produire, et ça va conduire à l'arthrose. Donc on s'est dit que c'était une maladie lente, à évolution progressive, avec un fond inflammatoire d'IL6, et donc c'était une très bonne cible pour notre approche, qui est une approche en fait de prévention de la dégradation des articulations. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'arthrose, parce que ça touche quand même beaucoup de monde et il n'y a pas de solution encore qui attaque la cause. Donc, on s'est dit, c'est peut-être un projet très motivant et un beau challenge pour Peptinov. La bioinformatique, je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc c'est un nouveau domaine de la biologie qui a émergé avec les progrès donc, de la biologie et de l'informatique dans les années 95-2000. Donc l'idée, c'est que ça vise à exploiter avec l'outil informatique et de manière intelligente, donc avec la connaissance biologique, les masses de données biologiques qui sont générées par les nouvelles technologies, les technologies de biologie moléculaire. Donc on peut séquencer des milliers de génomes, on a accès à des millions de protéines ou de molécules dans des bases de données. Et donc, en utilisant toute cette information de manière, je vais dire encore une fois, intelligente, on peut essayer d'en déduire une meilleure compréhension des mécanismes des maladies. Et si on connaît mieux les maladies et comment elles se passent et quelles sont les protéines qui sont impliquées dans ces maladies, on peut essayer comme ça d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et diagnostiques. Ça, c'est un peu la base de la bioinformatique. Donc, utiliser l'outil informatique de manière intelligente pour exploiter les données biologiques et essayer de trouver des médicaments. Vous voyez, c'est très schématiquement. Et donc, parmi les applications de la bioinformatique, il y a par exemple l'analyse des génomes. Aujourd'hui, on séquence des milliers, voire des millions de génomes humains, ce qui a coûté le premier génome humain, pour vous dire, ça a été fait dans les années 2000 et ça a coûté plusieurs milliards d'euros. Et aujourd'hui, on séquence le génome d'une personne en 24 heures pour 500 euros. Donc il y a eu un énorme progrès et on travaille beaucoup dessus parce que ça donne beaucoup d'informations sur les maladies. Et puis une autre application au-delà des variants génétiques donc associés aux maladies, c'est par exemple de développer des médicaments in silico. Donc quand j'ai in silico, c'est dans l'ordinateur, en s'appuyant sur des bases de données de molécules chimiques, ce qu'on appelle des chimiothèques, qui comprennent la description chimique spatiale de millions de composés, des aspirines, des antibiotiques, mais des millions de molécules qu'on ne peut pas imaginer, et qu'on va pouvoir faire interagir toujours dans l'ordinateur de manière virtuelle avec les structures spatiales des protéines, les molécules du vivant qu'on veut inhiber. Et grâce à ça, en faisant passer ces millions de composés de chimiothèques dans des poches de protéines qu'on aura ciblées, parce qu'on sait que si on les bloque, on va pouvoir bloquer une maladie, on arrive à trouver de nouveaux composés. Donc tout ça, ça met en jeu à la fois des connaissances de biologie, de physico-chimie pour avoir les interactions, mais d'informatique bien entendu aussi, et de statistiques pour trier et classifier les informations obtenues. Et donc ça correspond un peu aux approches de big data dont on parle aujourd'hui en santé, et c'est en fait la base de la bioinformatique depuis 20 ans. Depuis très longtemps que les anticorps peuvent être protecteurs et qu'il y a aussi des cellules qu'on appelle les cellules, les lymphocytes, qui peuvent agir contre les agressions, par exemple contre les infections virales. Et donc, le rêve de beaucoup de chercheurs depuis les années 70-80, c'est d'essayer d'utiliser ces outils donc de cellules anti-agression et anticorps contre aussi des bactéries ou des virus aussi, en thérapeutique. Donc, manipuler, si vous voulez, le système immunitaire pour lui permettre de lutter contre des agressions. Et donc, l'immunothérapie active, ça correspond soit à générer des cellules qui vont, par exemple, lutter contre le cancer, parce que le système immunitaire est capable de lutter contre les dérèglements cancéreux, et c'est une partie
des propriétés du C-inhibiteur, soit de développer des anticorps qu'on peut injecter aux gens et qui vont permettre de lutter contre aussi, ça peut arriver en cancer, ça peut arriver aussi dans les infections, quelles qu'elles soient virales, et ça existe aussi, bien entendu, dans les maladies chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde. Et donc aujourd'hui, l'immunothérapie, alors il y a l'immunothérapie passive, excusez-moi, c'est un peu long. Passive, c'est-à-dire qu'on injecte des anticorps, et les anticorps vont agir, c'est les traitements actuels avec les anticorps monoclonaux, donc c'est de l'immunothérapie passive. Et l'immunothérapie active, c'est une immunothérapie où on vaccine le corps lui-même, et c'est le corps lui-même qui va fabriquer ces anticorps ou ces cellules. Et nous, c'est plutôt dans le secteur de l'immunothérapie active qu'on se situe. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on a identifié, donc grâce aux outils de la bioinformatique, on a travaillé sur la structure de la molécule IL-6 qui est bien connue depuis très longtemps. Ces cytokines inflammatoires dont je vous ai parlé sont des molécules très importantes pour l'immunité. Donc, elles ont été parmi les premières à être analysées justement par des biophysiciens et cristallographiées. Donc, on connaît la structure spatiale de l'interleukine 6. Et tout le travail qu'on a eu à faire, c'est de trouver les meilleurs peptides qu'on fabrique chimiquement, c'est de la synthèse chimique, pour qu'ils ressemblent le plus possible à l'interleukine 6. Comme ça, quand on induit des anticorps contre ces peptides, les anticorps vont pouvoir lutter et bloquer l'interleukine 6. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, d'abord, une approche bioinformatique pour identifier les peptides, les modéliser, si vous voulez, qui pourraient ressembler le plus à la structure connue de l'IL-6. Donc ça, c'est une étape qu'on a faite. Après, on a synthétisé ces peptides, on les a fabriqués de manière à les rendre immunogènes, et après, on a testé plusieurs de ces peptides qu'on avait donc dessinés par les outils bioinformatiques. On les a testés expérimentalement, et c'est avéré qu'il y en a plusieurs qui sont avérés efficaces pour induire des anticorps donc de l'organisme lui-même qui vont bloquer l'IL-6. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer cette immunothérapie, c'est-à-dire qu'on a pris ces peptides, on les a rendus immunogènes, et en vaccinant donc l'organisme, on obtenait des anticorps anti-IL-6, et donc on protégeait contre les surproductions d'IL-6. Et on fait un peu, si vous voulez, ce que font les anticorps monoclonaux, qui sont donc en traitement depuis les années 2000. On fait un peu, mais au lieu que ce soit une injection de l'extérieur d'anticorps, donc le corps, dans ce cas-là, est passif, nous, on a fait une immunothérapie active, c'est-à-dire que c'est le corps lui-même qui va produire les anticorps de manière active pour bloquer l'IL-6, et c'est comme ça qu'on a développé notre approche, et voilà. Il y a les traitements classiques médicamenteux comme les corticoïdes, qui sont un peu une bombe qui bloque tous les mécanismes de réaction du corps, mais on sait que les effets secondaires de tels médicaments peuvent être forts et douloureux, et leur administration prolongée est problématique, et ils ne sont pas adaptés pour une maladie comme l'arthrose, qui est une maladie chronique au long cours. Donc on ne va pas donner des traitements au long cours avec des médicaments qui ont des effets finalement toxiques au long cours. Il y a bien entendu aussi le traitement plus chirurgical que constituent les anticorps monoclonaux anti-L6 dont je vous ai déjà parlé. Ils sont aussi très efficaces dans leur mode d'action, mais ils agissent plus comme des éradicateurs de l'IL-6 que comme des modulateurs. Et ils sont donc aussi réservés à des maladies plus graves. Et d'autre part, il faut savoir que leur coût est très élevé, et donc ils ne peuvent pas être administrés à une pathologie qui touche, je vais dire, 10% de la population. Donc aujourd'hui, ces médicaments, c'est un peu, comme on dit, une mouche qu'on veut écraser avec un marteau, c'est pas adapté. Et donc notre approche ciblée d'immunothérapie active anti-L6, je pense, est beaucoup plus adaptée. C'est pour ça que dans le cadre de l'arthrose, ça nous paraît une approche adéquate et plus efficace que ces autres traitements qui eux aussi sont capables de bloquer l'IL-6, mais ont un effet un peu trop radical. Je vous l'ai dit au départ, effectivement, un des enjeux de Peptinov depuis quelques années, ça a été de se positionner par rapport aux monoclonaux pour aller dans des indications où les monoclonaux ne peuvent pas aller parce qu'ils ne sont pas adaptés. Et effectivement, on a identifié une dizaine d'indications médicales, donc de maladies, où l'approche d'immunothérapie active serait bien adaptée et pas les monoclonaux. Donc, suite à l'essai clinique de phase 1 qui est en cours et qui vise à assurer l'innocuité et la bonne tolérance donc, de notre approche, je crois qu'il est prévu de tester plusieurs de ces indications, et ça fait partie donc du chantier sur lequel l'équipe de Peptinov travaille aussi.
Un médicament, il y a plusieurs stades à respecter. D'abord, donc, les études, ce qu'on appelle de pharmacologie animale chez l'animal pour valider le concept du médicament. Donc, ça a été fait, bien sûr. Ensuite, les études de toxicologie réglementaire chez l'animal qui visent à assurer que le produit a une énorme probabilité de ne pas être toxique et donc on peut envisager de le passer chez l'homme. Donc, on a réalisé ces études de toxicologie réglementaire qui sont très encadrées. Et une fois que ces études de toxicologie sont réalisées, on demande l'autorisation avec tous les résultats à l'agence du médicament, ce qu'on appelle l'ANSM, et celle-ci dit, au vu de votre dossier, et au comité d'éthique, bien sûr, et au vu de votre dossier, vous pouvez passer chez l'homme. Alors, il y a toujours 3 phases de développement clinique chez l'homme. Une phase 1, qui est une phase de sécurité, qui vise à assurer que le produit qu'on administre n'est pas toxique chez l'homme. Il n'a pas été chez les animaux en réglementaire. Il faut être sûr qu'il n'est pas chez l'homme aussi. Donc, c'est une phase ce qu'on appelle de sécurité réglementaire. Ensuite, il y a la phase 2, qui est une phase de dosage et un peu de vérification d'efficacité biologique pour être sûr que, par exemple, dans notre cas, on va fabriquer des anticorps qui sont protecteurs. Et la phase 3 qui valide vraiment l'effet statistique sur des grosses cohortes de patients du produit pour soigner une maladie. Donc aujourd'hui, nous sommes en essai clinique de phase 1, donc dans la phase de garantie de l'innocuité du produit, sa sécurité, avant de pouvoir tester sur un panel plus large, donc en phase 2, pour évaluer le bon dosage et l'efficacité biologique ou clinique du produit. Alors, il y a eu plusieurs patients qui ont déjà été inclus dans la phase 1 et pour le moment, il semble que le produit ne présente pas d'effet toxique. On s'y attendait, mais bien entendu, avant de pouvoir l'affirmer, il faudra attendre la fin de l'essai avec tous les patients inclus pour se sentir totalement sécurisé. Et bien entendu, on va en profiter quand même pour mesurer les quantités d'anticorps produits chez l'homme en réponse à nos traitements parce que c'est la première fois effectivement que ce produit a été administré à l'homme. Donc, il est important pour nous de valider qu'on aura une aussi bonne réponse chez l'homme que ce qu'on a eu chez les animaux dans les étapes précliniques. Avant d'aller jusqu'à, il y a déjà beaucoup d'étapes à franchir. Il faut être quand même réaliste. D'abord, nous, on s'attend à ce que la phase 1 soit un succès, donc ça c'est sûr. Ensuite, il faudra faire de la phase 2 dans l'arthrose et l'équipe s'y prépare déjà. Cet essai de phase 2 devrait débuter, je crois, au 4e trimestre 2022 ou en 2023 et devrait inclure 150 à 200 personnes et se faire sur plusieurs sites. Donc c'est une grosse organisation et des gros coûts à mettre en œuvre, d'accord? Et cet essai va durer pendant 24 à 30 mois. On s'attend donc à des résultats, on espère des bons résultats, début 2025. Donc c'est le moment où le projet pourra être cédé à une société pharmaceutique parce que la PEP9 n'a pas vocation à mener elle-même des essais cliniques de phase 3 qui impliquent en général plusieurs milliers de patients et des coûts considérables. Donc nous, on pense vraiment qu'on deviendra un acteur important dans le traitement d'arthrose inflammatoire parce qu'on a bien entendu un fonds scientifique solide, je vous en ai déjà parlé, avec le rôle majeur de l'inflammation dans l'arthrose bien documenté, et c'est ce qu'on cible, donc on cible la cause. Et l'approche d'immunothérapie active qu'on porte est très innovante et dans l'esprit de notre époque parce qu'on aide simplement l'organisme à jouer son rôle de médecin lui-même en lui faisant fabriquer ses propres anticorps. Donc l'approche de PEP9, elle est préventive et adaptée pour agir de manière précoce, pour éviter la dégradation au cours du temps. Elle n'est donc pas réellement, à mon avis aussi, en compétition avec les autres approches qui peuvent exister, qui sont souvent, qui agissent souvent plus tard. Et je dirais que notre positionnement nous rend synergiques avec les autres solutions qui sont proposées actuellement. Donc, dans ce contexte-là, je pense que PEP9 n'aura pas de difficulté à devenir un acteur important dans le traitement parce qu'il ne se met pas en compétition avec les autres acteurs du domaine, mais plutôt en synergie. Et donc, il y a beaucoup d'ouverture pour travailler avec d'autres traitements qui agissent plus tard. Je vais vous faire part de mon sentiment parce que, mais encore, c'est mon avis personnel. Donc, le projet qu'on a est un projet médical qui a démontré sa solidité sur le plan scientifique et la biotech, donc PEP9 qui le porte, a montré son efficacité en amenant donc avec succès ce projet innovant jusqu'en un essai clinique de phase 1.
Donc c'est un projet qui aujourd'hui me semble très dérisqué parce que l'équipe qui le porte a fait la preuve de sa qualité et je suis moi personnellement convaincu qu'il ne devrait pas y avoir de problème de sécurité du produit lors de cette technique, des techniques de phase 1. Je pense qu'on aura les mêmes résultats que ce qu'on a eu en toxicologie réglementaire, c'est-à-dire qu'on aura une bonne production d'anticorps et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et il n'y a pas de raison que ce produit donne une toxicité chez l'homme vu qu'il n'a rien montré chez l'animal. Donc la valorisation de la société aujourd'hui est assez faible parce que par rapport à ce qu'elle sera en phase 2 ou en phase 3. Et donc si quelqu'un s'intéresse à la biotech, c'est vraiment un bon moment aujourd'hui pour investir parce que c'est un projet très dérisqué. Encore une fois, la toxicité, je pense, c'est un problème réglé. Les projets de l'équipe il y a plusieurs indications qui sont dans le viseur, l'arthrose, mais d'autres encore qui ont été identifiées. Et donc, pour une valorisation relativement faible aujourd'hui par rapport à ce qu'elle pourrait devenir dans les prochaines années, je pense que c'est un très bon moment pour investir. Projet, je voulais vous remercier parce que c'est super d'avoir, et remercie d'ailleurs toutes les personnes qui contribuent à ce projet, parce que c'est super d'avoir ce soutien et de pouvoir avancer pour traiter des maladies, sachant que ce n'est pas la vocation justement des institutions publiques de financer ce type d'essai, et on a vraiment besoin du soutien collectif pour ça, et on est très touchés que vous nous accompagniez comme ça.